Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, à notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des acteurs IT présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Cyril Badeau, qui est vice-président Europe pour la société Thread Caution. Cyril Badeau, bonjour. Bonjour. Alors, on commence toujours, vous savez, notre rendez-vous par votre actualité à vous, de la semaine passée ou des semaines précédentes. On sait qu'il y a eu toutes les vacances, donc malgré tout, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées. Est-ce qu'il y a un événement qui a retenu particulièrement votre attention ? Alors, beaucoup pendant mes vacances, mais je ne vais pas vous en parler. L'événement de la rentrée, je pense celui qui a tourné le plus sur les réseaux sociaux, c'est ce démantèlement d'un botnet par la gendarmerie française, qui, je pense, est assez intéressant à noter. Il semble que la façon dont le démantèlement a eu lieu soit assez cocasse, puisque la gendarmerie semble avoir été capable de prendre parti d'un défaut de cuirasse de l'infrastructure des attaquants pour, semble-t-il, prendre la main dessus et utiliser cette infrastructure pour aller nettoyer là où les attaquants avaient sali. Donc c'est un peu l'arroseur arrosé, si c'est un peu l'arroseur arrosé. C'est intéressant. Vous avez utilisé un terme qui n'est peut-être pas technique, mais défaut de cuirasse, c'est-à-dire en gros, on a pu pénétrer dans alors d'après ce que j'ai pu lire, en fait, il a été identifié par un partenaire technologique une vulnérabilité sur l'infrastructure des attaquants. C'est cette vulnérabilité qui a été exploitée. Donc vraiment, l'arroseur arrosé, on ne peut pas faire mieux comme histoire sur ce sujet-là. En même temps, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, parce que même si c'est une bataille de gagner qui est très médiatisée, je ne suis pas certain que sur l'ensemble des champs de bataille, ce soit ce camp-là qui soit en train de gagner. Il y a une quinzaine de jours, il y avait un bulletin d'alerte annoncé pour mettre la lumière sur le fait qu'un dropper bien connu qui s'appelle Emotet, dont on pensait avoir coupé la tête, était en train de renaître de ses cendres avec une nouvelle infrastructure d'attaque qui était capable d'updater ses endpoints, etc., etc. Donc il y a énormément d'activités malveillantes, mais c'est bien qu'on ait pu gagner cette bataille-là. Bon, ça c'est apporté au crédit de la gendarmerie qui montre son expérience dans le domaine et ses compétences. Mais pourquoi vous pensez finalement que la barre penche plutôt du côté des méchants que des gentils ? Parce qu'il y en a beaucoup plus, parce qu'ils ont plus de moyens. Pourquoi ? Alors, parce qu'ils se sont professionnalisés. Mais les autres aussi, je suppose, non ? Alors oui, on tâche de se professionnaliser autant que possible. Et parce qu'ils ont amélioré énormément le niveau de sophistication de leurs attaques. On a vu sur le début de l'année un certain nombre d'attaques de type rançongiciel, d'un vraiment nouveau type, avec des capacités beaucoup plus avancées qu'auparavant. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à lire un rapport qui a été émis par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc l'ANSSI. L'ANSSI, juste avant l'été. C'est un rapport qui parlait d'une attaque d'un rançongiciel qui s'appelle Locker Goga et Ryuk, qui a été utilisé pour quelques attaques en Europe qui ont fait beaucoup de bruit. Et ils ont étudié en détail cette attaque et publié ce rapport qui est accessible absolument à tout le monde. Ce qui est assez frappant sur ce rapport, c'est que tout d'abord, l'intrusion initiale de cette attaque, elle est juste supposée, on ne sait pas comment il rentre, malgré le fait que beaucoup de chercheurs aient travaillé sur le sujet. Donc le point de départ, on ne le connaît pas réellement. Maintenant, les différentes étapes de l'attaque ont été analysées en détail, et ce qui est assez intéressant, c'est que l'agence estime qu'entre l'intrusion initiale et le moment où les hackers appuient sur le bouton pour bloquer l'intégralité du réseau, il se passe entre 3 et 6 mois, ce qui fait froid dans le dos. Alors on peut estimer... Oui, parce que ça veut dire que pendant cette période-là, en gros, ils sont invisibles. Ils sont invisibles et ils sont dans le réseau. Alors, on peut estimer, et c'est assez logique, que c'est peut-être le temps nécessaire à diffuser leur attaque sur l'intégralité des machines pour que lorsqu'ils bloquent, ce soit vraiment un blocage global. Et c'est certainement en partie le cas. Maintenant, dans les différents outils qu'ils utilisent pendant cette période-là, ils utilisent des petits bouts de code qui ont pour but de désactiver des outils de sécurité, par exemple des antivirus sur des serveurs. Encore une fois, probablement pour leur laisser le temps
de continuer à se diffuser en restant invisible. Mais assez intéressant à noter, je pense, ces dernières attaques sophistiquées sont capables également de désactiver des capacités de backup sur ces serveurs-là. Donc ça ouvre des perspectives qui, pour moi, je trouve, sont beaucoup plus inquiétantes. La préconisation première pour pouvoir réagir correctement à une attaque de type rançongiciel, eh bien, c'est d'avoir une politique de backup sérieuse, de manière à pouvoir restaurer assez rapidement. Peut-être on perd un jour, 2 jours, mais on repart sur des bases solides et on ne paye pas la rançon. Si on imagine maintenant une approche rançongicielle qui vous dit, ben voilà, moi je vous demande une rançon pour que votre parc soit réactivé, vous avez l'option de pouvoir ne pas payer et essayer de restaurer votre backup. Pour information, le dernier backup disponible, il date d'il y a 3 mois. Donc vous avez le choix entre payer pour récupérer vos données ou restaurer, mais accepter de perdre 3 mois de données ou 3 mois d'activité, ce qui est plus du tout la même donne. Et votre conseil, vous, c'est quoi? C'est payer ou essayer de trouver les solutions pour récupérer les données? La politique française, c'est on ne donne pas de rançon. Oui. Officiellement. Officiellement. Très bien. Donc on est vraiment là dans le domaine de la sécurité, hein, qui vous concerne directement. Alors on va parler de votre société, Threat Caution, qui est donc on l'a compris, spécialisé dans la cybersécurité et plus spécialement dans ce qu'on dit en bon français la threat intelligence. Donc c'est la gestion du renseignement, je suppose, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est cette gestion du renseignement et qu'est-ce que vous proposez comme type de produits et services? Alors le renseignement d'intérêt cyber, donc la threat intelligence, qui est un mot anglais que j'aime pas trop, c'est vraiment la capacité de collecter du renseignement de l'extérieur dans un premier temps pour pouvoir s'en servir dans sa propre défense. Il y a énormément de renseignements à disposition. Je parlais de l'agence, qui est clairement une source extrêmement intéressante et de plus en plus détaillée, de plus en plus structurée sur le renseignement, mais pas que. Il y a aussi des sources communautaires, des sources payantes, des acteurs de monde de la cyber qui émettent des rapports gratuits régulièrement, qui sont très très intéressants. Mais pour bien comprendre, c'est de la collecte d'informations qui est disponible. Alors, parce qu'il y a toute la partie un peu grise et puis encore plus sombre de collecte d'informations où là c'est des personnes qui vont... Là c'est du renseignement humain. Vous c'est pas dans ce domaine-là que vous êtes. C'est de la collecte d'informations classique. Nous, ce que nous apportons, c'est une plateforme logicielle qui s'installe chez nos clients et qui a pour but de collecter du renseignement extérieur qui est disponible, de le croiser avec du renseignement interne qui est toujours le renseignement sur lequel on a le plus haut niveau de confiance, ce qu'on détecte, ce qu'on gère dans le cadre d'incidents de sécurité, par exemple. Quand vous dites interne, c'est interne à l'entreprise? À l'entreprise, c'est ça, d'accord. De manière à pouvoir identifier le renseignement qui doit être opérationnalisé. En fait, pour faire simple, dans le monde du renseignement, quelle que soit la structure et quelles que soient les sources de renseignement, on a toujours trop de renseignements à disposition. 95% du renseignement qu'on va collecter ne doit pas être consommé, parce que si on cherche à le consommer en mode détection, par exemple, on va générer un sapin de Noël avec énormément de faux positifs. Donc il faut identifier dans ce renseignement sur les menaces qui m'intéressent moins. C'est le rôle de notre plateforme. Elle va collecter et organiser le renseignement extérieur, le prioriser, sachant que ne travaillons que sur du renseignement extérieur, c'est relativement difficile de prioriser. Et ensuite, on va utiliser le renseignement interne pour gérer cette priorité. Si je collecte du renseignement qui est connexe à une détection que moi j'ai déjà eue dans mon réseau, c'est plus prioritaire qu'autre chose, et je vais chercher à mettre en place ces marqueurs sur mes capacités de détection. Si je collecte du renseignement qui est connexe à un incident qui a eu lieu chez moi, alors c'est encore plus prioritaire, et là, ce renseignement collecté, je vais chercher à le consommer en mode blocage. Ils sont déjà venus une fois, j'ai eu un incident. Si j'apprends sur des techniques complémentaires de ces acteurs-là, je vais souhaiter les bloquer dès l'arrivée sans me poser de questions. Donc ça veut dire qu'en gros, vous offrez à vos clients, on parlera de vos clients après, un accès à votre plateforme de renseignement. Est-ce que c'est un modèle, on accède à tout ou à rien, ou est-ce qu'il y a une sorte d'incrémentation qui permet d'accéder à certaines choses et puis de plus en plus de choses? Alors nous offrons une plateforme qui permet de gérer et d'opérationnaliser le renseignement, qui est capable de se connecter à ce qu'on veut.
comme source de renseignements. On ne fournit pas de renseignements par nous-mêmes, c'est le client qui va choisir les sources qui font sens pour lui. Donc vous êtes une sorte de broker alors peut-être En fait, si vous voulez un parallèle, nous on va être la plateforme qui va gérer les process du renseignement. En fait, on va mettre au sein de l'organisation du client cette plateforme comme on aurait mis un service de renseignement avec ses process au sein d'une défense nationale. C'est-à-dire que notre rôle, ça va être d'interagir avec l'extérieur pour capter du renseignement, et puis d'être capable de disséminer le renseignement auprès des différents outils ou des différentes personnes qui doivent le consommer, parce que c'est un renseignement prioritaire à ce moment-là. Et alors, est-ce que vous avez des outils, évidemment, on pense tout de suite à le mot d'intelligence artificielle, des outils un peu spécialisés, un peu avancés, pour accéder à cette masse d'informations que vous proposez? Alors, au risque de décevoir un peu, le monde du renseignement, le monde du renseignement s'appuie très très peu sur l'intelligence artificielle. Le monde du renseignement, c'est relativement basique. C'est de créer des liens entre des objets. En fait, de créer des liens entre des cellules, de rapprocher dans le monde réel des individus à des groupes et à des motivations. C'est juste par recoupement et création de liens qu'on va créer de l'information prioritaire qui va devenir du renseignement disséminé. D'accord. Est-ce que, en plus de ce renseignement, donc qui est accessible par vos clients, est-ce que vous proposez, est-ce que vous avez des experts chez vous qui proposent du conseil en plus? Alors oui, nous fournissons la plateforme logicielle qui permet de gérer le renseignement, et nous fournissons surtout le conseil pour implémenter les process de renseignement. Mais pas sur le contenu? Pas sur le contenu, sur la manière de gérer ce contenu, sur la manière d'implémenter des processus qui puissent être efficaces. Alors, je vais prendre un parallèle qui n'est pas très gai, mais dans le monde du renseignement classique, alors il y a une notion qui a été pas mal médiatisée il y a 1 an ou 1 an et demi, c'est la notion de fichesse pour un service de renseignement français. En fait, ce que nous faisons, nous permettons à nos clients d'implémenter un petit peu ce process de fichesse au sein de leur organisation. Une fichesse, c'est quoi? On a identifié des individus ou des objets qui sont hautement suspects, et ils ne sont que suspects si on irait les arrêter. Pour l'instant, ils sont juste suspectés de pouvoir participer à un certain nombre de menaces. Donc on va les ficher S, faisant en sorte que, à partir du moment où ils sont fichés S, dans notre défense classique, soit la police, les douanes, les postes frontières, etc., à chaque fois qu'un de ces individus va être vu, la consigne c'est on fait absolument comme d'habitude, et surtout on ne les arrête pas. Par contre, quand on les voit passer, on collecte énormément de renseignements autour d'eux. Si on les a contrôlés sur l'autoroute, on va prendre l'immatriculation de la voiture, le nom du passager, et ça va peut-être nous permettre de remonter à une cellule ou de loger un groupe, etc. On va faire exactement ça. On va juger qu'un certain nombre de marqueurs sont intéressants et prioritaires pour nous. On va dire ça, c'est une fichesse, et on va les distribuer à nos outils de détection. À l'instant où on va détecter un de ces éléments dans notre réseau, l'outil va revenir informer la plateforme pour que on ait une information d'intérêt qui soit travaillée différemment. Et par recoupement, on va très très vite identifier l'ensemble de la menace qui, a priori, ne concerne pas, et le sous-ensemble de menaces qui correspond à de la détection et de l'incidentologie chez nous. Et c'est là qu'on va chercher à opérationnaliser, à bloquer, et puis surtout à commencer à faire de l'analytique pour comprendre les techniques et les tactiques des gens qui nous en veulent. Très bien. Alors maintenant c'est un exercice un peu difficile parce qu'on sait bien que déjà c'est difficile pour les acteurs traditionnels, mais dans la sécurité c'est là encore beaucoup plus de parler de vos clients. Quel est le profil enfin si vous pouvez donner des noms ce serait très bien, mais quel est le profil de vos clients? Et bon, les cas d'usage on les a compris assez bien, mais en gros qu'est-ce que ça leur a permis de faire pour certains d'entre eux, si vous pouvez en parler? Alors, on va avoir 2 profils de clients. Les clients avec qui nous travaillons en direct, qui sont, on va dire,
les organismes de type transport, communication, pour utiliser un mot qu'on connaît bien en France, on va parler des OIV principalement. Donc ces gens-là ont nécessité... Opérateurs d'intérêt vital. C'est ça. Donc ces clients-là vont avoir le souhait de créer en propre et en interne une capacité d'anticipation et ils vont s'appuyer sur notre logiciel pour le faire. Après, on va aussi travailler avec tout un ensemble d'autres clients qui, eux, s'appuient sur des partenaires managed service pour la surveillance de leur réseau. Et on va travailler avec eux de manière indirecte, puisque la plupart des acteurs qui fournissent des services de monitoring de sécurité qui sont qualifiés par l'agence travaillent avec notre plateforme pour, eux, assurer la surveillance des réseaux de leurs clients, qui ne sont pas tous des OIV, à partir de capacités de renseignement qu'on leur a données. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce que le renseignement pour une structure donnée avec cette notion de gestion de priorité d'information, ça tombe sous le sens. Mais dès lors qu'on est en train de gérer la surveillance pour une multitude de clients en France, on va être capable, grâce au renseignement, d'identifier très très vite une campagne qui commence à toucher plusieurs clients et on va réagir beaucoup plus vite dans les préconisations qu'on va donner aux différents autres clients. C'est un peu la protection en mode troupeau. Il y en a un qui se fait manger, immédiatement tous les autres peuvent être protégés. Finalement, rien n'empêcherait, puisqu'on a simplifié d'un côté les méchants, de l'autre les gentils, rien n'empêcherait les méchants d'être clients de votre plateforme, parce que ça leur donne quand même des informations, pour eux ça peut être utile et intéressant. Alors, notre plateforme sert à gérer du renseignement, peut-être que, en effet, ce camp-là s'organise aussi d'un point de vue renseignement, certainement même. Ce qu'on peut supposer, et qu'on commence un peu à toucher du doigt, c'est que c'est de la création de faux renseignements. Typiquement, c'est pour ça qu'on va gérer des notions de priorité dans le renseignement. Je peux accéder à énormément de sources avec cette plateforme, mais si j'accède à des sources qui sont communautaires ou open source, il y a fort à parier que le groupe d'en face a accès à la même information et va chercher à en tirer parti. Du coup, je vais prioriser et gérer différemment l'information en fonction de là d'où elle provient. Si c'est de l'information qui m'est fournie par l'agence ou un partenaire privé avec qui je collabore, je sais que probablement cette information, pendant un certain nombre de jours, je vais être le seul à l'avoir et je vais pouvoir en tirer parti. Et si je prends une information complètement publique, je dois la gérer de manière aussi très différente. C'est pour ça que dans le monde du renseignement, on gère deux notions assez importantes. Un, la notion de priorité de l'information. Et deux, la notion de cycle de vie de l'information. Parce qu'un renseignement que je vous donne aujourd'hui, il est très très vite périmé, parce qu'il est connu de tous, ou tout simplement parce que les hackers ont déménagé, on sait comment les attaques sont dynamiques, les infrastructures bougent très très vite. Si je vous donne de quoi reconnaître une attaque par rançongiciel avec un hash, ce hash, il est valable pour ce qu'on a attrapé une fois, mais ça a déjà changé depuis 10 minutes. Ok. Alors, pour conclure cet entretien, puisque vous êtes responsable au niveau européen, est-ce que vous pouvez nous donner, je dirais, une photographie, assez rapidement, mais une photographie générale de l'état d'avancement des différents pays dans le domaine de la cybersécurité? Alors on va peut-être pas parler de pays qui sont un peu plus éloignés de nous, mais je dirais les 4-5 pays qui sont autour de la France, est-ce qu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, qui ont une approche différente? Alors, ça fait bientôt, 25 ans que je travaille dans ce domaine-là, et pendant très longtemps, quand on me posait la question, j'avais l'habitude de dire « la France est en retard ». C'est pas le cas sur notre sujet. C'est pas le cas, tout simplement parce que, lié à la loi de programmation militaire d'il y a quelques années, et à toutes ces actions de l'agence pour certifier et qualifier les capacités de détection et de réponse des organismes d'intérêt vitaux, on a commencé à travailler avant les autres. Donc depuis, on a la directive NIS qui touche l'ensemble des pays européens, et là on voit que les choses démarrent dans beaucoup de pays, mais on peut dire que la France, sur la manipulation, la création, la manipulation et la consommation du renseignement, est un petit peu en avance sur ses voisins. Parce
parce que je dirais que le gouvernement a mis en place les moyens qui ont fait que les lignes ont bougé plus rapidement que dans les autres pays. Et certains pays sont assez en retard. Ils sont en train justement d'essayer d'être conformes à la directive NIS, et ça demande beaucoup de travaux en peu de temps. Après, le renseignement, avant d'être, je dirais, avant d'avoir subi cette évolution liée à la loi de programmation militaire, il était beaucoup structuré par des échanges communautaires. Donc, il y a un projet open source de partage qui s'appelle MISP en Europe, qui est aujourd'hui principalement piloté par le Circle, qui est le CERN du Luxembourg. Ça a énormément structuré le renseignement. Donc dans nos pays voisins, tout le monde a au moins démarré à travailler sur le renseignement avec cette notion de partage communautaire. Depuis quelques trimestres, on voit même en France des associations ou des sources de renseignement propres qui se créent. Donc ça confirme cette idée d'une petite avance de la France sur cette notion-là. Maintenant, les hackers ont des positions globales au niveau monde. Donc travailler qu'à l'échelle d'un pays ou d'une région a relativement peu de sens, et les collaborations interpays se font de plus en plus. Très bien, bah écoutez, je vous propose qu'on reste sur cette note assez positive, malgré tout. Cyril Baldot, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.